Bonjour à tous et bienvenue à notre émission matinale dédiée au bien-être et à la santé où nous explorons des conseils pour une meilleure condition de vie. Nous sommes encore là ce matin, comme vous le savez, et c'est parti pour 1 heure de temps en votre compagnie. Merci de nous accueillir dans vos intérieurs ou que vous soyez même en circulation parce que vous avez la possibilité de nous capter sur vos smartphones, sur vos tablettes, où que vous soyez à travers notre application SOS Docteur TV. Alors les gars, bonjour. Bonjour Blondie. Comment vous allez? Ça va et toi? Très bien. Ezekiel, j'ai dit bonjour. Ouais, j'étais occupé à arranger un peu. C'est quoi? Faut pas faire ce matin, tu es moi. Bonjour, non, bonjour à toutes. Tu es en rouge, faut pas que ton rouge là. D'accord. Bon. C'est un rouge aléatoire. Alors, Nachat, comment tu vas? Je me porte bien, Blondie. J'espère que tu te portes bien Je également. rends grâce à Dieu. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour Gisèle. Bonjour Ezekiel. Ravi de vous retrouver quand même parce que ça fait un petit moment. Bonjour à nos chers téléspectateurs également. Et puis, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je rends grâce. Elle est de retour. Bonjour Gisèle, comment tu vas? La fraîcheur pardon. Fraîcheur, faut laisser Gisèle tranquille. Pendant qu'on va finir l'émission là, tu peux la gérer. Mais pour la fraîcheur, quitte son corps. Mais ça va, je me casse. Et j'espère que tout le monde va bien, les téléspectateurs également. Ezekiel. En tout cas, bonjour à tous. En tout cas, je pense que je vais faire des jaloux ce matin, partager ce plateau avec d'aussi belles dames. Ce n'est pas donné tous les jours. C'est Jacques qui est le plus jaloux là-bas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bonjour aussi à nos chers fidèles du plateau du bien-être. On espère que vous allez bien. On espère que vous êtes prêts à nous suivre dans cette nouvelle aventure aujourd'hui. N'est-ce pas? Une aventure qui est très prometteuse en tout cas. Et nous allons démarrer, comme vous le savez, avec notre causerie du jour. Relations amoureuses au milieu professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaud. Alors, on va là d'abord 1 minute de silence. C'est silence de mort. Vous êtes sérieux? C'est quoi? Non, mais moi j'ai rien dit encore. Bon, allez-y. Qui commence? Bon, je pense que comme personne ne se lance, que je suis le seul face de la basse-cour, je vais devoir me lancer. Alors, il faut savoir que les relations amoureuses en milieu professionnel, déjà, c'est un thème qui est très, très actuel, mais aussi très relatif. Alors, très relatif, pardon. Donc, comme je le disais, c'est un thème très actuel parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur bonheur au boulot, qui trouvent leurs âmes sœurs au boulot, dans leur travail, par exemple. Donc, je me dis que c'est une relation qui devrait exister, c'est-à-dire que quand on parle de relations amoureuses au boulot, ce sont des relations qui devraient exister seulement et seulement si c'est des choses vraiment sérieuses qui veulent se faire. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui s'aiment sérieusement et qui veulent peut-être partager le reste de leur vie ensemble. Maintenant, dans le cas où c'est, entre guillemets, comment on appelle ça, ce fricoter, juste ce fricoter là, ça devient dangereux non seulement pour les deux, mais aussi pour le travail que vous faites. Surtout si vous travaillez peut-être pour un même département ou si vous êtes peut-être dans le même travail, vous êtes obligé de vous côtoyer. Quand c'est un flirt ou c'est juste une amoureuse de passage, c'est compliqué après de continuer à travailler ensemble si c'est un truc c'est une aventure que vous avez eu à avoir avec votre collègue du boulot. Donc je me dis que lorsque c'est des trucs sérieux, je me dis que c'est une relation que l'on peut pas autoriser mais qu'on peut comprendre, qu'on peut comprendre. Parce que il y a des boulots où il y a des secteurs de travail où c'est proscrit même d'avoir des relations avec une personne de votre entourage, mais du boulot. Donc je pense que c'est un thème qui est très délicat, mais je pense que on peut trouver le juste milieu, comme je le dis, lorsqu'il s'agit de deux personnes qui s'aiment vraiment et qui veulent peut-être faire un truc sérieux. Mais comme il s'agit de flirt, de fricotement, tout ça, je pense que c'est à éviter maintenant. Après, à chacun de juger, parce que c'est, comme je dis, c'est très très relatif, très relatif. Alors, il y a des gens, c'est vrai, on se rencontre au boulot. C'est
Ça part même depuis les cours. Hein. Il y a des relations qui se créent comme ça. Et après 10 ans, 13 ans, 15 ans de relation, on se dit, bon voilà, on a quitté le lycée, on était dans la même école, on a commencé ensemble aujourd'hui, voilà, on est mariés, on a nos enfants, et ça avance et tout. Mais non, disons la vérité. Il y a des personnes qui sont très jalouses. Tellement jalouses que quand vous entretenez une relation amoureuse avec ces personnes-là dans un milieu professionnel, ça risque d'empiéter sur votre travail parce que la personne ne va pas forcément vouloir que vous abordez peut-être son collègue ou carrément il va se dire non, pourquoi est-ce que je t'ai vu avec telle personne, même si c'est que généralement c'est uniquement pour le boulot que sa compagne est allée vers son collègue. Alors moi je me dis que peut-être par rapport à ce genre de situation, parce que peut-être que c'est pas une relation entre un boss et puis son employé. Peut-être que vous êtes deux employés. Alors, pour ce genre de situation comme ça, on gère comment, Gisèle? Quand Ezekiel était en train de parler, je me disais qu'il a vu juste. Parce que ces genres de relations-là entre collègues, la plupart du temps, ça finit mal. Si on pense 100%, c'est à peine on va avoir 10% de ces relations-là qui aboutissent. Donc peut-être à 15-20% qui aboutissent. Et pour que ça aboutisse, il faut vraiment que ces gens-là savent ce qu'ils veulent. Qu'ils essayent de faire la part des choses. Parce que ce n'est pas évident d'être en couple avec quelqu'un et de voir la personne H24. C'est-à-dire venir au boulot, voir la personne chaque fois, du matin jusqu'au soir, et peut-être quand vous rentrez à la maison, si peut-être vous n'êtes pas encore marié, que vous n'êtes pas encore ensemble, vous voyez encore peut-être la soirée là, et le matin encore, vous venez même ensemble. Ce sont des situations qui ne favorisent pas des relations à long terme. Oui. Parce que nous savons que les hommes sont en réalité des prédateurs et qui sont des gens qui ont besoin de nouveautés. Tu dois créer le manque chez le partenaire pour que le piment là qui doit, cette épice là qui doit pimenter la relation puisse toujours se pérenniser. Mais dès que c'est pas comme ça que vous voyez chaque jour, ça devient lassant et la relation peut se briser à n'importe quel moment. Mais non. Moi je me dis, par rapport à l'employeur et même l'employé, pour moi, je préfère que dans une entreprise qu'il y ait peut-être une règle qui vienne interdire cela pour le bien de l'entreprise et pour le bien des personnes ou bien du personnel. Parce que les relations amoureuses, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on peut trouver l'amour partout. On peut trouver l'amour partout, on peut trouver son âme sœur dans son travail. Maintenant, moi, je me dis, si, par exemple, je viens dans un travail et que je rencontre quelqu'un que j'aime et que la personne m'aime, le mieux à faire, c'est qu'une personne démissionne. C'est que on fait comment? Oui. Parce que nous donne besoin. Attends, je vais aller au bout de ma réflexion. Okay. Le problème, c'est que si vous savez ce que Ezekiel a dit, qui m'a arrêté mon temps, c'est que quand vous êtes sûr que cette relation, vous tenez l'un à l'autre et que vous projetez, c'est que tu sens que tu as retrouvé ton âme sœur. Parce qu'on ne peut pas interdire aux âmes de se rencontrer. On ne peut pas interdire aux gens de s'aimer au fait. Mais quand c'est dans le cadre professionnel et que vous avez connaissance que tôt ou tard, peut-être ça peut créer des problèmes. Tu as fait cas tout à l'heure de la jalousie. Il y a certaines personnes qui ne savent pas faire la part des choses, qui vont faire la différence entre nous sommes à la maison et nous sommes au travail. Tu es en train de demander quelque chose simplement à ton collègue, il pète ton cas, peut-être qu'il ne va pas réagir tout de suite, mais peut-être après ça va causer des problèmes. Et au même moment, ça pourrit le climat, ça pourrit l'atmosphère même entre les autres collègues. Donc le mieux, c'est que si vous savez que votre relation prend, une certaine ampleur. Voilà, il faudra peut-être que vous concertez, soit c'est le mari qui cherche ailleurs, soit c'est la femme qui cherche ailleurs. Sinon, si vous êtes ensemble, forcément, ça va créer des problèmes. Maintenant, au niveau des employeurs,
et des employés, moi je trouve qu'il n'y a même pas débat là-dessus. Tu peux pas être employeur et vouloir venir picorer, je sais pas, ou bien je sais pas, et vouloir venir prendre quelque chose au niveau des employés, quoi. C'est qu'à reste à ton tu viens de dire que l'amour se trouve mais partout. précis, parce qu'on parle de relations amoureuses, hein. On ne parle pas de flirt ou bien de copinage, on parle de relations amoureuses, une vraie relation. C'est pourquoi je dis, lorsque c'est un milieu professionnel, et que même si c'est au niveau de l'employeur, de l'employé, que vous savez que c'est quelque chose de concret, vous voulez aboutir à quelque chose réellement, c'est que parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire la part des choses. C'est qu'on peut être sérieux dans notre relation, on veut aller quelque part, peut-être au mariage, tout ça, on veut vraiment être ensemble. Mais il y a un qui a un tempérament là, il n'arrive pas à se maîtriser. C'est qu'il ne sait pas, lui là, il n'arrive pas à faire la différence entre le cadre professionnel et la maison en fait. On va peut-être prendre le cas des couples qui travaillent ensemble. Pas qu'ils soient employés, mais peut-être que l'homme a créé son entreprise et que sa femme travaille avec lui. Une entreprise familiale. Oui, une entreprise familiale. Voilà. Ce sont des cas. Mais c'est très difficile de pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est ta femme, vous êtes ensemble, H24, votre intimité, tout ça, mais tu viens la commander au boulot. Tu viens lui donner des tâches et tout ça. C'est pas tout le monde qui peut vraiment se prêter à ce jeu-là. C'est pourquoi je dis que comme on ne peut pas interdire au cœur d'aimer, si le cas se présente, il faudrait que chacun puisse peser le pour le contre. Si vous savez que vous tenez vraiment à cette relation, quelqu'un démissionne, l'autre va chercher ailleurs. Comme ça, vous continuez votre relation. Mais si c'est juste dans le cadre professionnel, ça dérange, franchement. Ok, d'accord, c'est l'avis de Gisèle. Alors, Nachette, qu'est-ce que toi tu en penses, les relations amoureuses en milieu professionnel? Alors, tu penches pour ou contre? Non, je dirais pas pour ou contre, mais je dirais c'est possible. C'est possible du moment où c'est à vous de voir comment vous allez gérer cette relation. Comme je disais, on ne peut pas empêcher un cœur ou bien quelqu'un d'aimer. Par exemple, on ne peut pas m'empêcher d'aimer Ezekiel, par exemple. Pourquoi c'est Ezekiel? Non, je donne l'exemple parce que je ne peux pas t'aimer à quoi? Je suis le seul garçon sur le plateau. Comment tu veux? C'est un exemple, pardon. C'est un exemple. Je ne veux pas qu'on me donne des coups après, justement. Alors, ce que nous sommes de dire, pour moi, c'est possible de le faire, mais c'est à vous de savoir comment gérer cette relation. Comme je disais, là, dit ça dépend de votre tempérament et tout. Par exemple, si je suis tellement jalouse, je donne mon exemple. Je suis jalouse et que je ne peux pas supporter certaines choses. Alors, je dirais pas... je ne quitterai pas ce travail juste à cause de cette relation parce que je n'avais pas supporté, mais quand même on trouvera un terrain d'entente entre nous deux pour savoir comment gérer les choses. En tout cas, si par exemple je laisse ce boulot, je trouve un boulot quelque part, tant mieux. Maintenant, je ne peux pas rester à la maison pour le moment pour dire que voilà, je suis dans le même travail avec mon copain et tout. Là, j'abandonne carrément le jour où j'aurai mon boulot. Bon, en tout cas, tu as besoin de ce travail également. Et tu as des besoins et tout, les besoins s'augmentent chaque jour. Donc, on ne peut pas laisser carrément ce travail juste à cause de cet homme pour dire qu'on n'arrive pas à supporter les choses. Mais il faut savoir carrément gérer cette relation d'abord entre vous et puis ensuite pour ne pas engendrer des choses dans les entreprises également parce que il y en aura les on-dit, il y en aura des bruits du couloir, en tout cas chacun va parler pour lui, mais en tout cas moi, de mon côté, moi je m'en fous, je peux toutefois m'engager avec cette personne, mais je dois m'assurer premièrement que la personne ne va juste pas être avec moi juste pour un moment, en tout cas ne pas se marier après. Donc voilà un peu mon avis, je veux pas... Alors moi, trop j'aimerais bien apporter une précision à ma réflexion que j'ai portée antérieurement. C'est par rapport au fait que entre deux collègues, si une relation amoureuse il doit y avoir, je pense que c'est mieux de le déclarer clairement à vos employés. C'est-à-dire que c'est entre deux collègues des gens qui sont pratiquement au même niveau, c'est-à-dire d'exercice de profession. Tu vas écrire une lettre. Non, parce que c'est des trucs qui sont régis parfois par des ressources humaines de certaines entreprises où lorsque vous êtes en couple, vous êtes tenu de le signaler, soit vous n'êtes pas tenu de le faire tout simplement. Donc si ça arrive, le mieux à faire, c'est de le signaler, justement pour qu'on sache que vous êtes en couple. Comme lorsque la relation est vraiment sérieuse. C'est ce que je dis. Et là, c'est voilà à la direction des ressources humaines de prendre une décision de dire
soit on garde une personne, soit on ne vous garde pas vous deux parce que vous avez entré une règle, soit parce que voilà, ok, on peut tolérer parce que vous avez déclaré, afficher une note que telle personne sont en couple, mais travaillent ensemble sur le travail. Ça, c'est autre chose. Maintenant, lorsqu'on prend le cas de la famille, de la famille Empire, de la famille qui, disons, où le monsieur et la dame ont construit ensemble leur entreprise et qui travaillent ensemble, je pense que c'est les relations amoureuses professionnelles qui marchent les plus, généralement. Parce que quand c'est déjà fait, enfin, c'est-à-dire quand vous êtes déjà ensemble avant de réussir d'avoir votre vie professionnelle à vous-même, pour ça réussit plus parce que vous connaissez au moins les bases en fait de la relation amoureuse que vous avez, et donc le travail n'est pas forcément impacté sur la relation que vous avez. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est ma femme qu'aujourd'hui je sais pas si elle a peut-être une tâche à accomplir au niveau, voilà, parce que vous êtes au même niveau, hein, au niveau de son côté du travail qu'elle fait, que voilà, que je vais avoir une réaction démesurée ou une réaction particulière par rapport à elle, parce que c'est ma femme, vous comprenez. Voilà, donc je me dis qu'il faut la précision parce que c'est à de différents niveaux. Et maintenant, quand on prend le niveau où le monsieur, peut-être la dame, est au-dessus du monsieur, ou c'est peut-être la patronne du monsieur, ou c'est le monsieur qui est le patron de la dame, là ça devient compliqué parce que voilà, vous allez pourrir entre guillemets l'environnement de travail. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent avec vous vont parce que ça existe, elles vont sous-entendre que parce que c'est votre employé, en même temps votre femme, qu'elle a peut-être droit à quelques, elle a droit à des passe-droits justement, ou bien parce que c'est elle que lorsqu'elle fait des trucs voilà, elle n'est pas sanctionnée à la hauteur, voilà, des autres personnes employées dans le travail. Donc c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Donc c'est dans différents cas. Dans ces différents cas-là, il faut avoir différentes réactions et différents disons, jugements justement pour voilà, permettre à cette personne-là aussi de pouvoir comment dire, vivre cette relation-là, ou peut-être carrément ne pas la vivre aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui existent pour ça, qui ne veulent pas voilà, justement que ça arrive. Donc c'est un peu la précision que j'aimerais aussi non, j'aimerais dire quelque chose, pardon. En fait, heureusement, comment je parle de gestion, il faut savoir faire la part des choses. Quand on est en couple, lorsqu'on arrive au boulot, ce qui se passe au boulot doit différer de ce qui se passe quand on est en réalité. C'est ça le problème. Pourquoi ça ne doit pas être évident? En fait, c'est là-bas qu'intervient le tempérament ou bien la personnalité de tout un chacun. Ce n'est pas facile de pouvoir gérer ces deux choses en même temps. Parce que ce n'est pas on gère l'un après l'autre. Bon, Ezekiel, tu vas l'excuser. Najat a parlé de toi. Supposons que je suis en relation amoureuse avec Ezekiel. On se voit à la maison. On fait nos trucs ensemble. Et au même moment, on est dans le... C'est que je ne sais pas si vous voyez un peu l'ampleur de la chose. On est en même temps collègues au travail. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. Forcément, il y a sur certaines choses que on se retrouve dans les mêmes situations. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, Ezekiel doit aller par exemple sur le terrain avec une femme, c'est pas, peut-être en mission, ou bien quelque chose comme ça. Et je sais peut-être dans les rapports de cette collègue-là avec Ezekiel, je vois que bon, ils sont un peu proches et ils vont être en mission peut-être 3 jours, une semaine. C'est que Ma chère, tu vas dormir chez toi, tu vas dire à la maison. Tu vas dire que tu as confiance en ton homme, oui. Que bon, il y a certaines choses, il y a certaines lignes qu'il ne peut pas franchir et tout, mais au fond, tu ne vas pas tremper. Quand ils vont revenir de mission, c'est pas fait. C'est que ce n'est pas que c'est fait exprès. Si c'est pas fait, si tu vois la collègue là, tu vas la regarder bizarre. Tu seras jalouse. Hein? Tu seras jalouse. Même si tu ne veux pas, tu ne peux pas admettre en même temps que c'est comme ça. Tu peux même bouder. Je peux même bouder Ezekiel sans raison. Parce qu'il n'a rien fait. Il est juste parti en mission. Ils sont revenus comme ça, il n'y a rien. Mais je vais le bouder. C'est que c'est la nature. Des doutes. C'est pourquoi moi je dis, quand ça arrive et que vous savez que c'est que cette relation, c'est que vous tenez à la relation, ça va aller à long terme. Prenez des dispositions, discutez. Parce qu'on ne peut pas proscrire de manière catégorique des relations entre collègues, entre choses. Bon, voyons voir. Tu peux trouver notre boulot, mais le temps de chercher quelqu'un. Il y a dans certaines entreprises, si vous-même vous savez que c'est comme ça, vous faites tout possible que personne ne soupçonne.
Parce que si on soupçonne là, on va vous renvoyer. Oui. Vous allez être Oui. licencié. Mais non, dans le cas où c'est libre, vous pouvez le faire, même par respect. Parce que moi, je me dis que la dignité humaine, elle est importante. Lorsque vous perdez votre dignité, c'est difficile de l'avoir encore. Dans certaines entreprises, il y a certains hommes, je vais parler des hommes, il y a certains hommes, quand une nouvelle fille vient dans une entreprise, ils doivent toujours aller comme prédateurs, ils doivent toujours vouloir draguer cette fille-là. C'est des gens qui aiment aller tchatcher le terrain pour voir ce qui va se passer. Maintenant, et malheureusement, le cas des stagiaires. Maintenant, supposons qu'une nouvelle fille vient dans une entreprise et que il y a eu, par exemple, il y a eu le coup de foudre ou bien je ne sais pas. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'Ézéchiel. Supposons qu'une nouvelle vient et Ézéchiel m'avait déjà dragué, par exemple. Et où il avait déjà dragué ma chatte, où il avait déjà dragué toi, Blondine. Et peut-être entre vous trois, personne n'a cédé, ou bien quelqu'un voulait céder, mais bon, elle avait peur de certaines choses, donc elle s'est retenue. Et il y a une nouvelle qui vient. Et cette nouvelle qui vient là, avec Ézéchiel, ça ne matchait pas. Et vous trois. Amen. Ça a matché tellement. C'est tellement qu'ils ne savent pas comment faire pour se cacher. C'est que c'est tellement intense. Vous pouvez imaginer l'ambiance là dans cette boîte. Oui. Ça va être plombé. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est que, comme je disais, c'est un thème qui est tellement relatif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tellement de situations différentes et qui pourraient justifier une relation amoureuse au boulot et d'autres qui ne pourraient pas justifier la relation amoureuse au boulot. Ça dépend aussi des juridictions par lesquelles sont régies certaines entreprises ou certaines entreprises. Pardon. Donc, voilà, je pense que voilà, il y a tellement de cas et puis c'est tellement relatif que on en parlait des heures et des heures sans forcément trouver un juste milieu ou bien un compromis à ce thème-là. Mais je pense que le mieux à faire, c'est de se conformer déjà à ce que dit vos règlements en milieu professionnel, c'est très important. Et après, si vous pensez ne pas passer, justement, ne pas pouvoir vous retenir lorsque vous êtes en couple dans une entreprise, d'en parler à vos supérieurs justement pour éviter qu'il n'y ait de malentendus ou bien de non-dits au niveau de votre relation dans l'entreprise. Donc pour moi, c'est les deux choses importantes à faire lorsque deux personnes s'aiment et sont en même temps dans un même milieu professionnel. Donc, voilà. Alors, Blondie, j'aimerais ajouter quelque chose. Et on sait que la plupart du temps, une relation peut commencer bien. On se dit qu'on va aller ensemble, c'est qu'on va mourir ensemble, tout ça. mais avec les vicissitudes de la vie, certaines choses, on se retrouve à se séparer. Et supposons que vous êtes toujours dans la même entreprise, vous êtes séparés. Comme Ézéchiel a dit, c'est très relatif. Mais n'oublions pas qu'il faut séparer. Il faut peser vraiment certaines situations avant de pouvoir se prononcer. Supposons que vous vous êtes dit, bon, on va aller jusqu'à la gare et que le train s'est arrêté en route. Quand le train s'est arrêté en route, c'est que le malaise que ça crée. Déjà que dans l'entourage, bien au boulot, les gens savent déjà que bon, vous êtes ensemble, tout ça, et il arrive un moment. C'est moi je dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Mais c'est en fait réaliste. Quand vous savez que c'est que la relation là, ça va. Communiquer, l'homme peut dire ma femme ou bien bon ma copine, je pense là on est arrivé là, je veux pas te mettre mal à l'aise peut-être au milieu des collègues ou bien pour certaines choses je préfère que on dépose des dossiers peut-être ailleurs. En attendant, si tu trouves ailleurs tu décales, ou bien si c'est l'homme qui trouve ailleurs il décale, parce qu'on peut pas dire on ne vient pas dans une entreprise pour mourir dans l'entreprise mais pour rester jusqu'à la fin de ses jours. Donc moi je trouve que ce sont des situations qu'on peut pas éviter, mais quand ça vient, qu'on essaie de manière responsable de pouvoir gérer les situations. Et puis les tontons et les tatas aussi qui jouent sur leur poste au niveau des entreprises pour justement draguer les petites ou bien draguer les petits qui viennent pour justement travailler, se créer une situation professionnelle. Arrêtez parce que voilà, c'est aussi du harcèlement. C'est du harcèlement aussi, ça devient du harcèlement parfois. Donc voilà. Comme c'est l'homme même qui parle, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup à tous pour vos avis par rapport à ce thème d'aujourd'hui qu'est les relations amoureuses en milieu professionnel. Voilà, nous avons donné nos avis.
N'empêche que ici, on le dit toujours, c'est souvent Nacha qui dit ça. Pour insister. C'est que je ne vais pas trop bavarder sur certains sujets parce que bon, on n'est pas des spécialistes. Voilà. Et puis donc, chacun a ses expériences sociales. Comme l'a dit Gisèle, c'est vrai qu'en milieu professionnel, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça arrive, essayez de gérer les choses de manière responsable afin de ne pas empiéter sur votre travail et surtout sur l'entreprise. Parce que c'est important, on est venu pour gagner le pain quotidien, la sueur du front. Il ne faudrait pas qu'un petit problème de cœur fasse en sorte que voilà, on se retrouve au chômage. Donc, sachons tout simplement faire la part des choses. Nous, on ne peut jamais empêcher quelqu'un de tomber amoureux de son collègue au travail. C'est des choses qui arrivent, mais essayons quand même de gérer. Si ça arrive, de manière responsable. Et ce sera donc tout pour la causerie du jour. Tout de suite, info du jour. Les civils désespérés de Gaza cherchent d'autres moyens d'accéder à l'eau alors que la situation humanitaire continue de s'aggraver. Les autorités de Gaza déclarent que l'armée israélienne a détruit plus de 30 puits d'eau ce mois-ci. Ces puits sont une source vitale d'eau potable pour l'enclave qui ont été pilonnés à plusieurs reprises par les frappes aériennes israéliennes. Regardez. L'aggravation de la crise de l'eau a incité les Palestiniens de la bande de Gaza à trouver des moyens d'accéder aux eaux souterraines en creusant dans le sable. Mazen Abouetaya a creusé des puits pour les personnes déplacées en utilisant cette vieille méthode traditionnelle. L'eau est extraite à l'aide d'une corde. Les personnes déplacées et les enfants font la queue pour en obtenir. Ce puits a été foré en plus de 3 autres puits pour couvrir les besoins en eau de la région en raison des graves pénuries. Comme vous pouvez le voir, ces puits ne sont pas suffisants pour approvisionner tous les habitants ici. Nous avons besoin de plus d'eau. CGTN a accompagné Wasfia Faraj dans un camp de personnes déplacées au milieu de la bande de Gaza lors de son pénible voyage pour aller chercher de l'eau de puits et revenir à sa tente où elle s'occupe de sa famille. Nous souffrons dans des conditions difficiles. Nous avions l'habitude d'aller chercher de l'eau dans la mer ou dans des puits très éloignés de là où nous vivons. Ma mère est handicapée et a besoin d'eau tous les jours pour son hygiène. Je m'occupe aussi de mes enfants et d'autres enfants de la famille qui ont tous besoin d'eau en permanence. La grave pénurie d'eau potable à Gaza constitue l'un des plus grands risques pour la santé de la population, en particulier avec la chaleur estivale. L'eau sale provoque des infections intestinales accompagnées de vomissements et de diarrhée et conduit également à la déshydratation. Alors que la guerre avec Israël se poursuit pour le 10e mois, Gaza a perdu la quasi-totalité de sa capacité de production d'eau, 88% de ses puits et 100% de ses usines de dessalement ayant été endommagées ou détruites, selon un récent rapport d'Oxfam. Voilà, on sait tous que actuellement à Gaza il y a la guerre et les 30 puits qui ont été détruits, je dis que franchement c'est désespérant. C'est désespérant parce qu'on ne peut pas vivre sans l'eau et qu'on vit dans une situation de crise et que ça a une certaine ampleur. Franchement. Oui, mais Blondine, tu l'as soulevé, c'est très important. Lorsqu'on n'a pas de l'eau pour... franchement, c'est triste. De l'eau, ne serait-ce que potable, voilà, pour suivre, c'est quand même compliqué de vivre au jour le jour. Maintenant, bon, voilà, la pénurie existe déjà. C'est même pas seulement une pénurie d'eau, il y a plusieurs autres pénuries hein, par rapport à la nourriture, aux aliments, tout ça, c'est aussi compliqué. Donc voilà, je pense que c'est toujours aux autorités internationales d'intervenir parce que avec la guerre, c'est compliqué que les autorités locales voilà, s'impliquent. Donc je pense que c'est aux autorités internationales, l'opinion internationale de s'impliquer justement pour essayer de fournir voilà, les nécessaires aux habitants délaissés de Gaza. On espère vivement que cette crise-là prenne fin le plus tôt possible pour qu'il y ait véritablement la paix à Gaza. Ce sera tout donc pour l'info du jour. Place à la publicité. On revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour.
La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc sur ce plateau. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, installez-vous confortablement. C'est le plateau du bien-être et on n'a que des informations croustillantes à vous donner. Alors, à présent, nous allons nous intéresser au sport. C'est tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Jeux Olympiques et puis au mercato. Oui, c'est bien ça, Blandine. Bonjour aux amoureux du sport. En tout cas, je pense qu'ils sont en train de se régaler en ce moment avec les JO qui se déroulent à Paris. Voilà, il y a tellement de choses à regarder. Mais avec la complicité de la réalisation, je vais vous inviter à regarder quelques images de médailles, voilà, de personnes qui ont déjà réussi à avoir leur médaille. Après, on verra aussi le classement des médailles au niveau des différents pays. Mais il faut noter que voilà, il y a beaucoup de médailles du côté de la France, des États-Unis, de la Chine. C'est les trois pays en tête en ce moment avec les personnages phares des différentes disciplines, comme par exemple Teddy Riner qui a déjà gagné des médailles. On a eu aussi voilà, Agbenin qui a aussi gagné sa médaille de bronze, et voilà Teddy Riner dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, plusieurs athlètes qui ont déjà raflé leur médaille au niveau Djokovic, voilà, qui a finalement réalisé disons, il a fini le jeu comme on dit. Il a fini le jeu, il lui manquait voilà aussi cette médaille aux Jeux Olympiques. Il a réussi à avoir récemment, donc il a tout gagné justement dans sa carrière de tennisman Novak Djokovic. On a celui qui a fait beaucoup parler aussi, Léon Marchand. Il est français, donc il est nageur. Il a gagné plusieurs médailles déjà à ces Jeux Olympiques là. Il est très talentueux, hein. Et puis on le soupçonne même actuellement. J'ai lu un article ce matin où on le soupçonne d'avoir pris une substance qui lui permettrait de respirer sous l'eau, mais c'est pas encore vraiment vérifié. Donc c'est une rumeur. De respirer sous l'eau, mais je pense que si ça évolue, je vous en ferai pas dans un faux sport. Mais pour le moment, c'est plusieurs médailles remportées par lui dans différentes disciplines de natation. Là, on a l'équipe des États-Unis féminine aussi qui ont remporté voilà, la médaille d'or au niveau de la gymnastique. Donc c'est un peu ça. Voilà, ce monsieur qui a fait beaucoup parler, on l'a un peu qualifié de serial killer parce que ça c'est le tir sportif. Le tir sportif avec un pistolet ou une carabine, voilà, qui se fait généralement. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de matériel voilà, pour viser. Donc c'est un matériel qu'on met au niveau des yeux pour viser. Mais lui, particulièrement, n'a pas besoin de ce matériel-là. Il a le viseur dans l'œil. Il a le viseur, il a le compas dans l'œil, comme on dit. Donc voilà, il a été, je pense, médaillé de bronze. Il y a quelques années déjà, je pense en 2008, au JO 2008, il était médaillé d'or aussi. Il a 51 ans aujourd'hui, il continue de pratiquer voilà, ce sport à un haut niveau.
lui et une chinoise qui ont vraiment fait, une japonaise si je ne me trompe pas, non, une chinoise, voilà, qui ont fait parler, voilà la chinoise, la japonaise, voilà plutôt, la coréenne plutôt, voilà, qui ont fait parler par rapport à cette discipline-là au niveau du tir. Donc elle a besoin de son petit outil pour justement viser. Voilà, ils ont fait parler, on a même parlé de leurs influences au cinéma aux États-Unis, donc à Hollywood, donc vous voyez un peu l'ampleur. Oui, justement, c'est à travers ces jeux-là qu'on arrive à recruter les acteurs. Il y en a qui sont des acteurs aussi à ce niveau. Et donc, on a vu tout à l'heure aussi au niveau du canoë-kayak, voilà, des disciplines voilà, beaucoup de disciplines qui sont exercées. Il y a le football aussi qui a eu lieu. Hier, on avait les demi-finales des JO entre l'Espagne et le Maroc. L'Espagne qui a battu le Maroc 2-1 après que la France aussi ait battu l'Égypte, voilà, à 20h. Donc 3-1 après les prolongations. Donc voilà, c'est un peu le classement des médailles. Donc les États-Unis avec 21 médailles d'or déjà, avec la égalité avec la Chine. Mais au niveau du classement total, c'est les États-Unis qui dominent largement avec 119 médailles au total, avec 53. Vous voyez un peu l'écart qui est entre les États-Unis et la Chine, et la France qui suit avec 40 médailles. 40 médailles au total. Donc voilà, c'est un peu le classement. On a l'Italie, le Japon aussi, la Corée du Sud qui font partie intégrante de ce classement. Et mon pays dans tout ça. Pardon. Tu vas m'excuser. Je vais te parler de choses pour ton pays, mais pardon, pas pour Gio là. Donc je vais parler un peu aussi de Mercato, Blandine, au niveau du Mercato au Togo. On a Enoch Kwakwe, voilà, qui est un attaquant vedette de l'ASCO, donc qui ne devrait plus continuer son aventure avec l'ASCO, et donc il est auteur de 10 buts et 4 pas décisifs voilà, chez les Condona. Et voilà, il y a une déclaration de son entraîneur récemment qui laisse, voilà, c'est justement lui Alécan qui laisse penser qu'il ne devrait pas continuer avec l'ASCO. Son entraîneur a déclaré: Enoch est en fin de contrat avec le club et il n'a pas souhaité continuer l'aventure. Donc peut-être une nouvelle signature à venir pour lui, peut-être dans les prochains jours. On verra bien, le mercato est encore ouvert pour quelques jours. Mais il faut noter que voilà, l'ASCO a quand même annoncé ce samedi 3 août la fin de son mercato avec le recrutement de Richard Vizikou et de Coco Asia Douvo. Donc voilà, c'est deux nouveaux joueurs de l'ASCO. Au total, 9 joueurs ont posé leur valise chez les Condonas, et cet été, 2 autres joueurs ont pris le chemin inverse, donc 2 personnes ont quitté le club. Donc voilà, l'ASCO qui est deuxième vice-champion voilà, de division première du Togo. Voilà, c'est un peu ça. Et on peut aussi parler du mercato au niveau de la Côte d'Ivoire, où Yaya Achirafou et Batra Madjosso sont engagés avec liste de Sassandra FC pour les 2 prochaines années. Voilà, les 2 joueurs ont signé voilà, leur bail avec le club ivoirien. Donc le club de la Ligue 1 a annoncé ce dimanche l'arrivée des 2 joueurs de Kakada, voilà, dans ses rangs. Donc c'est les deux nouveaux joueurs de voilà, Sassandra Lys FC. Donc voilà, c'est tout pour voilà les actualités sportives de ce matin. On en a aussi au niveau de l'Europe, mais voilà, c'est tellement relatif aussi au niveau de l'Europe avec plusieurs transferts, que ce soit l'Atlético Madrid, peut-être Julien Alvarez qui peut signer bientôt dans le club madrilène, ou encore Nico Williams, la fin du commerce avec le Barça. Il y en a tellement, mais bon, je crois vous parler de JO et puis de mercato au niveau Afrique. Voilà. Merci beaucoup Ezekiel, et ce sera donc tout pour les actualités sportives de ce matin. Nous marquons une pause et nous revenons juste après.
Voilà un très bon message de Smarty ce matin à l'endroit de vous, nos chers téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié cette petite pause musicale. Vous êtes en relation amoureuse, ne parlez pas. C'est un projet aussi. Un projet croustillant. Nous allons à présent nous rendre à l'hôpital avec Gisèle. Comment est organisé le système de santé au Togo? C'est ce que tu nous proposes ce matin. Moi, ça m'intéresse énormément. Énormément. Oui, Blandine, bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est organisé le système de santé au Togo. Alors, il faut savoir que le système de santé est organisé d'une manière pyramidale, avec au sommet le niveau central, au milieu le niveau intermédiaire et ou régional, et à la base le niveau périphérique. Alors, comment comprendre cela? Les réponses dans cette interview du docteur Agbeti Afa. Il est le directeur préfectoral de la santé du Golfe, et nous allons suivre tout à l'heure dans ce sujet. Le niveau le plus élevé, c'est le niveau central. Sur le plan organisation administrative, nous avons le ministre, le cabinet, les services rattachés au cabinet, les services extérieurs, ainsi de suite. Au niveau offre de soins, toujours au niveau central, nous avons les CHU, on en a 3 au Togo, le CHU de Sylvanus Olympio, Campus et CHU Kara. Nous avons aussi à ce niveau offre de soins les spécificités comme le Centre national d'appareillage orthopédique, le CNAO, le Centre national de transfusion sanguine, l'hôpital de Zébé, ainsi de suite. Et nous avons aussi à ce niveau-là les universités de formation qui forment les prestataires de soins. Nous avons les écoles de formation aussi. Et puis éventuellement, nous avons le secteur privé de la santé. Les soins qui sont offerts à ce niveau central sont appelés les soins de 3e niveau. Descendons maintenant de cran inférieur, arrivons maintenant au niveau intermédiaire de la pyramide. Ce niveau intermédiaire, c'est ça, c'est les régions sanitaires. Et nous avons, c'est vrai, sur le plan administratif, nous avons 5 régions administratives, mais sur le plan sanitaire, nous en avons 6. Lomé est considéré comme une région sanitaire qu'on appelle le Grand Lomé. À ce niveau aussi, sur le plan administratif, nous avons un directeur régional, ça peut être aussi une directrice, bien sûr, régionale de la santé, qui organise une équipe autour de lui, qu'on appelle l'équipe cadre de région. Ça, c'est le côté administratif de l'organisation. Prenons le côté maintenant offre de soins et de services de santé à ce niveau régional. Nous avons des bâtiments qu'on appelle les centres hospitaliers régionaux, les CHR. Donc, on a éventuellement 6 sur le plan national. Et aussi, dans certaines régions, nous avons des antennes des spécificités, comme le Centre national de transfusion sanguine. On a une antenne à Sokodé, par exemple. Nous avons le Centre national d'appareil orthopédique aussi, qui a des antennes. Maintenant, descendons à la base. Là, c'est, disons, un fourre-tout. C'est là où c'est beaucoup plus corsé. On a un niveau périphérique qui est l'égal des préfectures. Avant, nous avons uniquement au niveau périphérique les directions préfectorales, d'accord, de la santé. Maintenant, en plus des préfectures sanitaires, nous avons maintenant les communes sanitaires. Et les communes sanitaires, on a 117 communes, on devait avoir 117 communes sanitaires. Mais actuellement au Togo, c'est uniquement au niveau de la région Grand Lomé que les communes sanitaires sont opérationnelles. Donc on n'a que pour le moment 13 communes sanitaires opérationnelles. Donc à ce niveau périphérique, au niveau administratif, nous avons un directeur préfectoral de la santé, qu'on peut aussi appeler un directeur du district sanitaire, et qui aussi a une équipe autour de lui avec laquelle il travaille. Et cette équipe s'appelle l'équipe cadre du district. Alors, la préfecture est déclinée en communes. Nous avons les communes sanitaires et des médecins chefs de communes sanitaires. Alors, au niveau
technique ou offre de soins, côté périphérique, nous avons en ce moment-là les hôpitaux de district ou des hôpitaux de préfecture. Et les hôpitaux de préfecture sont de deux types aussi en ce moment. Des hôpitaux de type 1 ou des hôpitaux de district de type 2. L'hôpital de district de type 1, la différence entre les deux, c'est l'existence ou non d'une antenne chirurgicale. Lorsque l'hôpital de district n'a pas d'antenne chirurgicale, l'hôpital de district est classé hôpital de district type 1. Lorsque l'hôpital de district a une antenne chirurgicale, l'hôpital de district est classé hôpital de district type 2. Et de la même manière, nous aurons des hôpitaux de commune. Actuellement, les hôpitaux de commune n'existent pas, mais dans les normes, dans les documents, ces hôpitaux existent et nous sommes certains que bientôt, on en aura des hôpitaux de communes en bonne et due forme. Quand on vient un peu plus en bas des communes, en ce moment, nous avons des unités de soins périphériques. Avant, l'appellation, c'était des CMS, des dispensaires, des polycliniques et tout. Toutes ces appellations sont caduques maintenant dans les nouvelles normes en matière de santé. Nous parlons uniquement des unités de soins périphériques. Et on en a deux types aussi là-bas. Les unités de soins périphériques type 1, les unités de soins périphériques type 2. La différence, c'est une question de plateau technique et de ressources humaines. Éventuellement, les unités de soins périphériques type 2 ont un plateau technique et des ressources humaines supérieur à un niveau supérieur que les unités de soins périphériques type 1. Maintenant, nous avons en bas aussi des unités de soins périphériques, nous avons toute une masse de personnel qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui sont juste des volontaires de la population, identifiés dans la population, conformes à laquelle on donne des compétences d'assistance en santé. Alors, ces gens, on les appelle des agents de santé communautaire. Pour qu'on puisse mettre en place ou identifier quelqu'un comme agent de santé communautaire dans une localité, il faut forcément que la localité soit distante de plus de 5 km d'une formation sanitaire, dans le rayon d'une formation sanitaire. Voilà à peu près comment est-ce que le système de santé est organisé au Togo. Alors, nous venons de suivre ensemble cette interview du docteur Agbeti Afa qui a explicité comment est-ce que le système de santé est organisé au Togo. Et j'avoue que c'est... Très explicite comme d'ailleurs. Voilà. Il a vraiment détaillé les choses. On comprend par là qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique. Alors, au niveau de chaque dans chaque niveau, il y a un côté organisation administrative et un côté offre de soins. Le côté administratif, c'est des directeurs, les ministres. Au niveau central, il y a le ministre, il y a les directeurs, etc. Et au niveau offre de soins, il y a les CHU et tout ça. Et donc, on peut dire, on doit retenir par là que au niveau central, c'est le SORMON en fait. Ce sont les soins de référence qu'on trouve au niveau central. Et lorsque tous les niveaux ont des problèmes, ou bien lorsque il y a au niveau du plateau technique, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir prendre en charge des patients et tout, on les réfère au niveau central. Au niveau des CHU, on a le CHU de campus, Sylvanus Olympio, le CHU de Kara. Et donc en gros, c'est ce qu'on peut retenir. On peut retenir également que l'appellation CMS, polyclinique et tout ça est caduque actuellement. L'appellation normale ou bien qui est recommandée sont les USP, les unités de soins périphériques. Et on ne va pas oublier aussi au niveau périphérique, on ne va pas oublier les agents de santé communautaire qui jouent vraiment un grand rôle. Le directeur préfectoral l'a dit, ce sont des gens qui sont formés, qui sont sélectionnés au milieu de la population et qui sont formés pour pouvoir offrir certains soins à la population. Et la plupart du temps, ils sont sélectionnés sur la base, disons,
dans des milieux où les formations sanitaires sont un peu plus reculées, des populations de 5 à 15 km. Donc, on peut dire qu'en gros, c'est un grand rôle. Récemment, même avec, c'est pas, la campagne de la vitamine A que le Grand Lomé a eu à faire. Vous allez les voir sur le terrain, ils ont administré la vitamine A aux enfants. Donc, de manière générale, c'est ce qu'on peut retenir de la manière dont le système de santé est organisé au Togo. Dans les jours à venir, nous aurons peut-être à parler de comment est financé le système de santé au Togo. Et pourquoi pas parler également de comment est-ce qu'on implémente un centre de santé. Comment est-ce qu'un centre de santé est mis en œuvre. Ce sont des informations dont la population peut-être se pose des questions. Donc, on se fera le plaisir ici au plateau, dans notre émission, le plateau du bien-être, de leur fournir l'information nécessaire. Donc, c'est tout pour l'hôpital d'aujourd'hui. Je ne sais pas si Ezekiel a quelque chose à dire. La façon dont il me regarde, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Ce qui a retenu principalement mon attention, c'est aussi les écoles, les écoles de formation des agents de santé, parce que c'est, disons, aujourd'hui la base du système de santé du Togo, parce que si les personnes, en tout cas les ressources futures sont bien formées, bien évidemment qu'on aura aussi une qualité de soins optimale au niveau de notre centre de santé. Donc je pense que les NA et les NFS sont ouvertes leurs inscriptions aussi cette année pour déjà. Les concours. Ouais, pour les concours. Donc je pense que c'est l'occasion pour les amoureux, en tout cas, ou bien les personnes passionnées, voilà, d'art de santé, voilà, de s'inscrire justement pour passer les concours et pourquoi pas devenir des agents de soins de qualité au Togo. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Gisèle a dit, parce que voilà, le système est bien établi, mais je pense que la base aussi c'est la formation de nos agents. Merci beaucoup Ezekiel, merci également à Gisèle pour ces informations-là qui nous font du bien et qui nous ont fait du bien ce matin. Merci Gisèle. La semaine prochaine, là, on peut revenir avec quoi déjà? Bon, je te laisse réfléchir. Et donc, ce sera tout. Hein. L'émission est finie comme ça, malheureusement. Je voulais rester encore un peu avec vous. Hein. Mais on va faire comment? C'est fini comme ça. Bon. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie depuis 11h30 jusqu'à maintenant. Merci. 10h30. Affaire de 11h30. On va quitter ce plateau. On va revenir dans une relation. Affaire de relation, on a fini. Pardon de pause. On ne sait jamais. Pardon de pause. Mais oui. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Et puis on retourne en arrière. Peut-être que... Bon, c'est bon, c'est bon. C'est mieux. Parce qu'on essaie de déborder. Je vous connais. Voilà. Calmez-vous. Je vais vendre l'antenne là. Vous allez faire ce que vous voulez. Donc, merci Ezekiel, merci Nachat, merci Gisèle. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV et surtout amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'était donc tout pour ce matin. On se retrouve demain matin à 10h30 pour une nouvelle aventure en votre compagnie. Et également, je n'oublie pas de dire un merci sincère à l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission d'aujourd'hui. Prenez grand soin de vous et on se retrouve demain. Au revoir.